Abordons d'abord un peu rapidement la première conceptualisation freudienne de l'angoisse dans son œuvre de 1895 intitulée Inhibition, symptômes et angoisse, parce que pour les psychanalystes de la fin du XIXe siècle, je les cite, il faudrait expliquer la ressemblance frappante qu'ont les symptômes de la névrose d'angoisse avec ceux de la maladie de Basedow. J'ai été très surprise de trouver ça dans la littérature avant 1900. Ceci pour éclairer la dimension du point d'acte dans la psychose, dans sa différence avec la névrose. Donc, dans cet article de 1895, Freud distinguait la neurasthénie et la névrose d'angoisse. Et dans la névrose d'angoisse, le tableau clinique qu'il a dressé recense entre autres l'irritabilité générale, l'attente anxieuse, l'angoisse chronique, l'accès d'angoisse pure, accompagnés ou parfois remplacés par des équivalents somatiques, les vertiges, les dyspnées, les difficultés à respirer, la sudation, etc. L'accès d'angoisse avec perturbation de l'activité cardiaque, palpitations, courte arythmie, tachycardie persistante, jusqu'à de sévères états de faiblesse cardiaque, n'est pas toujours facile à dissocier de l'affection cardiaque organique, nous dit Freud. 2 ans après, donc en 1897, un chirurgien qui a beaucoup travaillé ce sujet précise que les symptômes observés dès 1825 sont la tachycardie, un goitre homogène et une exophthalmie, donc un gonflement des yeux, et que c'est Grave et Basedow, ces deux auteurs, qui ont eu le mérite de grouper cette triade clinique en une entité morbide distincte, la maladie de Basedow. Ce chirurgien dit aussi, en citant la littérature de l'époque, que si c'est une névrose, et que comme la thyroïdectomie ne saurait guérir une névrose, donc les malades guéris chirurgicalement avaient, selon eux, de faux goitres exophthalmiques. En 1909, durant l'une des séances du mercredi soir de la Société psychanalytique de Vienne, au domicile de Freud, le docteur Hitchman précise que Freud n'exclut pas la possibilité que la névrose d'angoisse devra un jour être conçue comme une toxicose. Il signale lui-même sa grande ressemblance avec la maladie de Basedow. Encore en 1914, dans une présentation de cas, alors qu'il défendait la théorie de Freud face à de nombreuses objections, il précisait non seulement que la maladie de Grave avait disparu au cours du traitement, mais aussi que l'hystérie de la peur, comme il nommait à l'époque la névrose d'angoisse, était guérie. Nous voyons là que la littérature scientifique de l'époque intègre les théories freudiennes aux discussions médicales, donc en parlant de névrose par exemple, parce qu'il est d'usage au cours du XIXe siècle justement de qualifier de névrose toute affection qui avait un siège organique précis, toute affection fonctionnelle dite sans inflammation ni lésion de structure, ce qui semble s'apparaître à ce qu'on dit aujourd'hui au RPH, en tout cas du symptôme corporel, sans lésion de structure. Donc ce rapide exposé théorique visait surtout à mettre en lumière la symptomatologie corporelle de la maladie de Basedow et son actualité. Pour la médecine, cette maladie est principalement cardiaque. Et ce n'est pas seulement le corps thyroïde qui est pulsatile et frémissant, c'est encore toute la région cervicale inférieure, dit-on, qui présente souffle artériel et frémissement. Les recherches récentes en endocrinologie traitent de la survenue d'un orage thyrotoxique. C'est une augmentation rapide et brutale du taux d'hormone thyroïdienne durant un épisode maniaque. C'est une étude de 2021. Et du lien mal élucidé des troubles psychotiques dus à une thyrotoxicose avec idées délirantes. Ça, c'est une étude de 2013. Elles font aussi le constat que les affections endocriniennes s'accompagnent parfois de symptômes d'allure psychiatrique pouvant entraîner des erreurs diagnostiques. Alors, ces éléments somatiques, à mon sens, rappellent l'angoisse pure dont parlait Freud au sujet de la névrose d'angoisse, mais aussi l'effraction du registre réel dans la psychose,
Et ces manifestations que l'on observe en séance, dans l'expression d'affects sans représentation, comme de l'agitation, des mouvements spontanés, des émotions soudaines immotivées. Jacques Lacan, avec Freud, rappelle justement que l'angoisse est un signal qui se produit à la limite du moi quand celui-ci est menacé par quelque chose qui ne doit pas apparaître.